Donc Xavier Pavie qui va tirer un certain nombre de conclusions puisqu'il a assisté à l'ensemble du congrès depuis hier. Xavier Pavie qui est directeur de l'Institut Services Innovation et Stratégie à l'ESSEC, Business School, et chercheur associé au laboratoire Institut Recherche Philosophique de l'Université Paris-Ouest. Et ceci après avoir passé une quinzaine d'années en entreprise dans différentes directions du marketing. Voilà, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et articles en management et en philosophie. Et je n'en citerai que l'un de ses livres, l'un de ses derniers livres paru en 2012, L'innovation responsable, levier stratégique pour les organisations. Un livre, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur la table de presse qui se trouve en bas. Et donc, il va maintenant nous traduire les points clés qu'il a retenus et sans doute nous faire valoir l'urgence d'une éducation à l'innovation, d'une éducation qui soit seuil d'un apprentissage de soi et en même temps d'une éducation qui nous permette de prendre soin des autres en veillant aussi à prendre soin de soi. Et donc cette exigence de prendre du temps, de prendre soin de soi pour pouvoir innover, avancer et avoir un regard porté toujours vers l'avenir. Merci bien, je pense que tout est en place. Ça devrait. Si on m'entend. Voilà, si on m'entend, donc il préfère se promener. Oui, je préfère me promener. C'est d'une promenade à l'autre et donc là, il va effectivement vous tirer ses conclusions. Merci bien. Merci de cette introduction. En effet, je préfère me promener. Je vais aussi couper mon portable comme tous. Il n'y a pas de raison. Je préfère me promener simplement parce que moi j'ai l'habitude dans une salle de classe. Donc une salle de classe, je bouge en permanence. Je suis rarement derrière mon bureau et je préfère partager avec vous, d'autant plus que j'ai une série de présentations qui veut simplement permettre de mettre en perspective les questions d'innovation et d'apprentissage de soi. J'enseigne l'innovation, je n'enseigne pas encore l'apprentissage de soi, peut-être que ça viendra, mais c'est un peu plus compliqué que ça, je vais essayer d'y venir juste après. Je vais essayer de caler ma présentation selon 3 axes. La première, c'est revenir sur ce que l'on entend par innovation. Depuis hier, M. Morin, Myriam Revaud-Dallon, tous ont parlé d'innovation parce qu'on parle toujours d'innovation. Voilà. C'est très bien de parler d'innovation. Ça n'a pas toujours été le cas. Parler de nouveautés, on a pu parler de tout un tas de choses, mais pas souvent en tant que tel d'innovation. Il y a à peu près, on établit à peu près une quinzaine d'années où l'on voit apparaître l'innovation, à la fois sur des packagings de produits et dans les discours. Je vais y venir juste après. Ensuite, je basculerai sur une partie qui s'appelle l'innovation responsable très rapidement, simplement pour mettre en perspective ces éléments, et je conclurai sur la question de à la fois l'apprentissage de soi, ou en tout cas comment est-ce que l'on peut faire pour essayer d'avoir un rôle d'éducateur au sens très général du terme. Merci d'avoir rappelé effectivement les quelques ouvrages que j'ai pu publier, à la fois dans l'innovation, à la fois dans la responsabilité ou la spiritualité. Je vais y venir un peu plus tard. Qu'est-ce que l'innovation? Pourquoi devons-nous innover? C'est une grande question. Pourquoi est-ce que l'on doit innover? Dès lors que je pose la question des étudiants, quels qu'ils soient, pourquoi est-ce qu'on doit innover? Parce qu'on veut progresser, parce que l'on veut essayer d'avoir plus de parts de marché, parce qu'on veut gagner plus d'argent, parce que tout un tas de raisons pour lesquelles on veut innover. Mais l'innovation, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on innove. Nous innovons uniquement pour la seule raison qui est celle de la survie. Si vous n'innovez pas, vous mourrez, tout simplement. Vous disparaissez. C'est simplement parce que vous innovez. Ce qui veut dire que dans un contexte de monopole, ce qui veut dire que dans un contexte de protection, alors vous n'avez pas besoin d'innover. Demandez aujourd'hui, par exemple, à des pharmaciens. Ils ont très peur parce qu'une concurrence arrive. Alors, parce qu'une concurrence arrive, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois essayer de me différencier, d'innover. Et aujourd'hui, tout le monde parle en permanence d'innovation. On parle d'innovation, alors je ne sais pas, j'ai mis ça par hasard, que ce soit évidemment les produits classiques, mais dans l'innovation logistique, dans les espoirs de l'innovation, dans les food and drink innovation, les défis d'innovation, en permanence. Et depuis hier, en permanence, vous entendez parler d'innovation. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? On en parle parce que vous risquez de disparaître. Si vous risquez de disparaître, alors vous devez innover. Toutefois, dès lors qu'on arrive un peu plus techniquement dans l'innovation, là, il y a
plus grand monde, ou en tout cas comment est-ce que l'on fait vraiment pour innover, qu'est-ce que je vais faire demain moi dans mon établissement, qu'est-ce que je vais faire demain dans mon cours, parce que si je me mets dans une situation concurrentielle, c'est-à-dire avec d'autres enseignants par exemple, eh bien, je dois faire un cours qui est différent des autres. Cette question-là nous oblige à comprendre les terminologies d'innovation, l'étymologie d'innovation. L'innovation, innovare, du latin, composé de deux mots que vous savez ou que vous devinez, qui sont innovare, je vais avoir un changement, novare, à l'intérieur de quelque chose. Toutes les organisations, tous les organismes changent en permanence, à l'intérieur de quelque chose. C'est le cas dans votre corps, c'est le cas dans votre établissement, c'est le cas dans la société. En permanence, il y a du changement. Et l'innovation, c'est justement mettre cette capacité de changement à notre propre profit, ou en tout cas pour pouvoir survivre. Innovation, c'est donc à l'intérieur changer quelque chose. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de votre appendice dans votre corps et vous en avez eu besoin il y a des centaines d'années de cela. Tout simplement parce que notre corps évolue. Nous avons besoin de quelque chose et nous faisons évoluer notre corps. C'est valable pour les dents de sagesse. Nous n'en avons pas tous et nous n'avons pas tous besoin. En permanence, c'est un changement au sein de l'organisme, comme au sein des organisations, comme au sein des sociétés. Généralement, on entendait l'innovation, quelque chose qui va venir s'ajouter, quelque chose de nouveau, etc. Historiquement, ce n'était pas tout à fait le cas. Et il existe à peu près depuis le Moyen-Âge, ce mot innovation. On s'aperçoit que c'était un terme juridique employé pour changer les lois, les règles, les traditions, etc. Et donc pour changer quelque chose à l'intérieur de la société. C'est l'enjeu de l'innovation. Changer quelque chose à l'intérieur. Mais évidemment, celui qui a conceptualisé la première fois l'innovation de façon très claire, et pourquoi je précise ça, c'est parce que si vous tapez sur un moteur de recherche innovation, vous allez trouver des centaines de définitions. Ce n'est pas la mienne que je propose ici, bien sûr, c'est évidemment celle qui est reconnue comme celle officielle de Joseph Schumpeter, 1934, la théorie du développement économique, qui va dire la chose suivante, c'est très important, l'innovation est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique. Il y a quelque chose qui est proposé sur le marché, encore une fois, ça peut être un cours, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi, et cette proposition, cette invention va générer une certaine valeur. Autrement dit, invention et innovation, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez inventer, ça ne veut pas dire que vous avez innové. Pour innover, vous devez créer de la valeur, qui n'est pas nécessairement économique, je vais y revenir, mais vous devez créer quelque chose. En cela, Schumpeter explique qu'il y a plusieurs façons de pouvoir innover. Vous avez une solution sur un produit, sur un procédé, une façon de faire différemment, un business model, une façon encore originale, je pense au MOOC par exemple, Coursera, la Khan Academy, les produits ça peut être un cours, la procédé c'est une nouvelle façon de faire, source d'approvisionnement et une organisation de travail. Pourquoi je précise ça tout simplement, et je ne rentrerai pas plus techniquement là-dedans, dans ces propos-là, mais je l'explique simplement pour vous dire que l'innovation a plusieurs variétés. Elle peut être différente. Ce n'est pas forcément ce qui est visible qui est forcément innovant. C'est simplement quelque chose qui rapporte de la valeur. Et cette valeur nous permet de survivre. Aujourd'hui, le manuel d'Oslo, qui est l'organe international qui regroupe les définitions d'innovation, reprennent la définition de Joseph Schumpeter en 1934. Autrement dit, l'innovation, c'est bien celle-ci. Donc vous avez compris que l'innovation n'est pas l'invention. L'entrepreneur, c'est-à-dire n'est pas l'inventeur d'une découverte, c'est plutôt l'innovateur. C'est-à-dire celui qui introduit dans cette découverte, dans l'entreprise, dans l'industrie, il est à la naissance de l'innovation. À ce titre-là, un des exemples les plus flagrants, c'est évidemment M. Croas. M. Croas, c'est l'anagramme, vous savez, de Arcos. Arcos, c'est celui, M. Croas, qui a lancé le premier MP3, lecteur MP3 au monde. C'est un Français, il doit être toujours vivant, il doit avoir 77-78 ans, brillant ingénieur, qui a inventé. Mais celui qui a innové, c'est lui. Ce n'est pas la même chose. Invention, innovation. Vous pouvez faire quelque chose de brillant, et même techniquement, on dit que celui de gauche est plus performant que celui de droite. Il n'empêche que celui qui a créé de la valeur, c'est celui de droite. C'est Steve Jobs. Une dernière notion un peu technique, simplement, pour que vous compreniez cette dimension-là.
non seulement l'innovation peut être une forme de variété très différente, c'est-à-dire la façon de faire, le produit que je propose, l'organisation au sein de mon établissement, par exemple, peut être innovant et va me permettre d'être différent des autres. Et puis, il va y avoir, pour que vous compreniez bien, des profondeurs, c'est-à-dire des profondeurs d'innovation, des degrés d'innovation. À la fois, vous avez l'existant, dans lequel va s'ajouter l'incrémental. C'est-à-dire, j'améliore quelque chose. J'améliore quelque chose dans mon établissement. Ce que j'améliore, je peux aller encore plus loin, ce qu'on appelle les innovations radicales ou les innovations de rupture. Et les innovations dites paradigmatiques sur lesquelles plutôt les scientifiques travaillent. Notre enjeu, à nous, si nous ne sommes pas dans cette catégorie scientifique, c'est donc de travailler à la fois sur l'innovation incrémentale ou de rupture. Et je vais l'expliquer concrètement. Ces deux dimensions-là ne s'opposent pas et il n'y a pas une à privilégier qu'une autre. Tout le monde veut aller chercher l'iPod. Non, on peut très bien aller chercher une innovation tant qu'elle nous apporte de la valeur. Un exemple. Every Olympics until 1968, everybody tackled a high jump using the same technique. And then in Mexico in '68, along comes Dick Fosbury and shows the world what at the time was considered to be a radical and revolutionary way of high jumping, which nobody had even considered before. What Fosbury did was to disrupt the one convention of high jumping, which was the only way to go over that bar was on your front. Imaginez-vous, vous êtes concurrents aux Jeux Olympiques. Vous avez tous déjà vu ça, il y a des lignes, les uns derrière les autres, et vous devez aller sauter. Imaginez-vous à ce moment-là derrière Fosbury. Vous êtes en train, vous avez tout préparé pendant des années, d'ailleurs votre vie est consacrée à ça, vous êtes prêt à sauter, et celui de devant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre une courbe, en train de sauter, et se met à sauter en dorsale. Il le dit en anglais, il disrupt, il casse le marché. Est-ce qu'on a besoin d'investissement R&D? Rien du tout. Est-ce que l'on a besoin de changer les règles? Pas du tout. Fosbury analyse l'ensemble de la situation. Une des premières situations qu'il analyse, c'est son environnement. Nous n'avions pas auparavant des tapis en mousse. Vous avez vu, il y a du sable meuble, etc. pour sauter. Et du coup, ce que fait les autres concurrents, ils font attention. Parce que si vous sautez en Fosbury sur du sable, vous vous cassez le cou, ça ne marche pas. Fosbury analyse l'environnement. En analysant l'environnement, il arrive à savoir qu'on peut sauter et utiliser cet environnement-là. Vous voyez à quel point c'est une innovation et pas une invention. Et pourtant, je ne parle pas d'argent. C'est d'une innovation parce que derrière, pas ce jour-là du coup, parce que lui, il va créer quoi? Vous l'avez compris, il y a une situation de concurrence, ce que j'ai dit au début, il va créer quoi? Une situation de monopole. Personne ne va venir l'attaquer pendant un certain temps. Ensuite, tout le monde va reprendre cette technique-là. Autrement dit, en reprenant cette technique-là, il va créer de la valeur. Une valeur qui n'est pas économique ou financière en tant que telle, mais il crée une valeur sportive. Dès lors, il est sur le marché, avec un monopole, et tout le monde va évidemment continuer à le copier. Il faut comprendre donc que cette situation-là est à mettre en perspective dans une situation économique. La situation économique, Schumpeter va le dire clairement de cette façon-là. L'innovation est l'élément fondamental qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste par un processus de destruction créatrice. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. La première chose, c'est évidemment maintient en mouvement la machine capitaliste. La machine capitaliste ne date pas des années 60, 70 ou 80, etc. La machine capitaliste et le capital, d'une façon générale, vous savez ce que c'est. C'est l'offre de la loi et de la demande. Si vous avez, dans les temps préhistoriques, un coquillage qui est plus beau qu'un autre, il va y avoir un affrontement. Si vous en avez plus que l'autre, il va y avoir quelque chose. C'est l'offre de la loi et de la demande, c'est tout.
Simplement, l'offre de la demande, de la loi, pardon, de l'offre et de la demande, met simplement en perspective des compétiteurs entre eux. Et donc des compétiteurs entre eux fait qu'il faut essayer de se démarquer. Ce que fait Dick Fosbury. Ce que vont faire d'autres, je vais prendre des exemples après. Ces innovations, d'une façon générale, arrivent par grappes. Par grappes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'innovations qui arrivent en même temps. Et lorsque l'on met en perspective ces grappes d'innovation avec les cycles économiques de Kondratiev, vous savez, vous connaissez pas les cycles, mais les cycles de Kondratiev, vous avez ce que l'on appelle, depuis hier c'est pareil, on parle de deux choses, innovation et crise. Pardon, on parle beaucoup de crise. Quand vous regardez à l'échelle du temps, 1785, on est 2020 ici. À chaque fois que vous avez des crises, d'accord, c'est-à-dire ici, 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 vous avez de l'innovation qui apparaît. On parle du contrôle de l'eau, du textile, du fer, on parle de la vapeur, du rail, de l'acier, d'électricité, on parle des années 1900 des produits chimiques, etc., les pétrochimies, aviation, électronique et digital network, les software, new media, internet, etc. Quand il y a crise, il y a destruction. Et quand il y a destruction, il y a innovation. Quand il y a innovation, c'est une des choses à apprendre, mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous voyez ici qu'il y a des temps de digestion. Nous avons besoin de digérer l'innovation. Je vais vous donner un exemple très simple pour cette partie-là. On sait à peu près qu'un cadre moyen, un manager, un patron dans une organisation quelle qu'elle soit, reçoit à peu près 80 emails par jour. D'accord ? Il en envoie, reçoit, etc. Sauf que nous savons que notre cerveau n'est pas capable de lire, de comprendre et d'écrire 80 emails par jour. Ouais, mais vous allez me dire, on le fait quand même. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on les comprend. Et on le fait quand même, c'est-à-dire que ça s'additionne, ça s'ajoute. Et tout ce qui va s'ajouter sans être maîtrisé va venir s'accumuler, mais mal. Autrement dit, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous avons eu, et vous voyez qu'ici il y a des pointillés, nous sommes dans une situation où nous avons vécu, subi des innovations considérables. Ces innovations considérables, on doit les accepter et les digérer. Et probablement que nous ne sommes pas tous prêts à digérer au même moment. Il y a plusieurs éléments pour ça. Je vais le citer très rapidement, mais c'est important de le savoir. Il y a eu dans la revue Nature, il y a 1 an et demi à peu près de ça, une étude qui avait été faite en scannant, passant des IRM, également des cerveaux de personnes qui étaient nées autour de 83, avant 83 et après 83. Ce dont on s'aperçoit, vous savez que le cerveau c'est une matière dans laquelle il y a des zones blanches, des zones grises, etc., et que celles-ci bougent comme une matière plastique. Les personnes nées avant 83, on s'aperçoit que la zone de concentration était extrêmement importante. Mais la zone destinée à la multitâche, ou de passer d'une tâche à l'autre, est très faible. Les personnes nées après 83, dans cette revue analysée, eh bien c'est exactement l'inverse. Une difficulté à la concentration longue, mais pourtant une capacité à passer d'une tâche à l'autre très facilement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous dit en permanence « Ah, la génération Y, c'est compliqué, c'est ça, on peut pas les comprendre, etc. » C'est pas ça le problème. Physiologiquement, scientifiquement, on peut prouver que nous avons des cerveaux différents. Si je vous demande dans la salle, levez la main tous ceux qui sont en dessous de 30 ans. J'en ai une là-bas, mais peut-être qu'elle ment, je ne sais pas si c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de travailler et vous allez vous mettre à travailler avec des personnes qui sont physiquement différents. Physiquement différents. Et c'est très compliqué de travailler de façon si différente. Je reviens sur mon schéma. Vous avez ici donc la partie Digital Network et on s'aperçoit qu'en fait, la crise, on l'a commencée, mais elle n'est pas terminée. Elle se terminera autour de 2020. Pour quelle raison ? Prenez la crise financière 2007. Crise financière de 2007, on parle de quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une crise financière ? Pour quelle raison ? Il n'y a pas de choc pétrolier, il n'y a pas de guerre particulière. Pourquoi est-ce qu'on a ? Pour 3 raisons. Les hommes, les logiciels et les processus. C'est la seule raison. Les hommes, les processus et les logiciels. 2007. 2012. Nous avons les mêmes hommes,
les mêmes logiciels, les mêmes processus. Vous n'avez rien détruit, donc vous ne pourrez pas créer. À partir de 2020, ceux qui ont 30 ans à ce moment-là commencent à prendre des responsabilités entre 37 et 40 ans. Toute cette question-là va faire en sorte que les individus vont pouvoir faire émerger de nouvelles idées, faire émerger de nouvelles innovations. Autrement dit, on a effectivement de la digestion, et ici, enfin, à moins que vous puissiez croire notre président, mais je ne suis pas sûr que l'année prochaine la crise s'arrête. C'est-à-dire que nous allons continuer, et nous allons effectivement continuer jusqu'à temps que nous puissions créer. Tout ça est une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça va être comment je vais mettre en œuvre alors que je suis en train de faire de la destruction. J'ai de la destruction, j'ai de la création. Tout est une question d'esprit que l'on veut avoir. En 7 minutes, il a résumé la situation de 2013. Et c'était en 83. Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé dans la nécessité de devoir s'inventer, innover en permanence. Et l'innovation, je vous l'ai dit, ne concerne pas simplement la question « est-ce que je vais gagner plus d'argent ? Est-ce que je vais faire mieux ?» etc. On voit bien ici Claude Monet, pourtant mort pauvre, il a innové sur la question de la technique impressionniste. Je ne vais pas prendre tous les exemples, mais évidemment pour Freud, ce n'est pas que Freud qui avait cette technique-là, elle a été évidemment reprise. C'est le cas pour Alain Robbe-Grillet, etc., ou Public Enemy, un groupe de rap bien connu, qui n'a pas innové, c'est même pas lui qui a inventé le rap. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti du Bronx. Il est sorti du Bronx et dès lors, il a commencé à créer une certaine valeur. Autrement dit, face à l'innovation, et c'est ma première partie qui se termine là, face à l'innovation, vous avez 3 comportements. Ici, vous avez le tableau de Matisse, présent à l'exposition universelle en 1905. Matisse et les 3 baigneuses. Face à quelque chose que vous ne connaissez pas, en l'occurrence une tortue, comment vous agissez ? Est-ce que vous ne connaissez pas, alors vous vous repliez sur vous ? Quand vous ne connaissez pas quelque chose, est-ce que vous êtes passif ? Ou est-ce que, lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, vous essayez d'apprivoiser ? Ce sont les 3 caractéristiques des individus face à l'innovation. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je suis passif ? Ou est-ce que j'avance ? Vous ne pouvez pas, pour survivre, exclure l'innovation, l'entrepreneuriat, le risque. Et le risque, c'est quoi ? C'est l'échec. Le risque, c'est avant tout une somme d'échecs. Sauf que dans cette somme d'échecs, il y a parfois quelque chose qui va nous faire réussir. Mais sans essayer, forcément, vous disparaissez. Et plus vous prenez des risques, on le dit généralement cette phrase en anglais, high risk, high return. Plus vous prenez des risques, plus vous allez réussir. Dick Fosbury, il aurait pu faire ça à l'entraînement, dans un championnat régional, dans un championnat national. Non, Dick Fosbury voulait quoi ? Il voulait la médaille olympique. High risk, high return. Prenez des risques. Sans risque, ça ne fonctionne pas. Il aurait pu faire ça à l'entraînement, dans un championnat régional, dans un championnat national. Non, Dick Fosbury voulait quoi ? Il voulait la médaille olympique. High risk, high return. Prenez des risques. Sans risque, ça ne fonctionne pas. Néanmoins, ces questions-là nous obligent à penser aujourd'hui jusqu'où l'on va. Et beaucoup ont mentionné un peu cette peur. Est-ce qu'on en va vers ces technologies ? Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça nous fait peur ? Et finalement, devrait-on pas faire attention à l'humanité ? Faire attention à l'humanité à travers 3 éléments qui sont en fait ces enjeux. Je ne vais pas les détailler tous, mais simplement, on va regarder à la fois l'environnement et l'écosystème. Et ça, je vais passer très vite parce qu'on vous en parle toute la journée. Deuxièmement, le vivant et ses avatars. Enfin, troisièmement, et la technique et le politique. Et puis, ce sera ensuite ma dernière partie sur la capacité spirituelle des individus. L'environnement et son écosystème, simplement quelques chiffres, et j'en évacuerai quelques-uns. Début du 19e siècle, nous sommes 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants sur Terre, si ce n'est que depuis 1975, nous avons un nouveau milliard tous les 12 ans. D'accord ? Nous avons 1 milliard, nous avons maintenant 1 milliard tous les 12 ans. 1 milliard pour une même planète.
Et je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais Schumpeter, vous avez vu qu'il y avait 5 types d'innovations, dont notamment les sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les matériaux. Le manuel d'Oslo, si vous m'avez suivi, le manuel d'Oslo, qui maintenant est l'organe officiel, a supprimé les sources d'approvisionnement parce que nous savons que les terres rares, par exemple, disparaissent et qu'elles ne se renouvellent pas. Donc il faut faire quelque chose avec cet environnement. D'autant plus que ces mêmes terres rares ou d'autres, de plus en plus s'épuisent. Elles s'épuisent et nous avons, juin 2010, l'Union européenne qui a classé 14 matières premières d'une importance critique pour sauvegarder ces sources d'approvisionnement. Sauf que ces terres rares, ces matériaux critiques, c'est ce que nous utilisons dans nos smartphones, dans nos tablettes, mais également pour construire le photovoltaïque, par exemple. Alors, on a parfois des absurdités en disant qu'il faudrait le photovoltaïque ou l'éolien, sauf qu'utilisant beaucoup de terres rares, sa production est extrêmement polluante. Tout ça pour dire que nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, l'écosystème est à prendre en compte, l'environnement est à prendre en compte. Et je ne rentrerai pas dans ces détails, c'est simplement pour vous montrer, et je ne rentre pas parce que vous connaissez ça, parce qu'en permanence, on vous en parle, le fait que la planète se réchauffe, c'est un fait. Même Claude Allègre, maintenant, le reconnaît. 31% de l'énergie mondiale, il y a parfois quelques absurdités quand même qu'il faut noter, 31% de l'énergie mondiale est utilisée pour produire de l'énergie. Intéressant. Un tiers nous sert à produire ce dont on a besoin. 2010, la consommation mondiale a augmenté, 5% en Chine, le premier consommateur d'énergie. Et puis, évidemment, la pollution de la mer, l'Union nationale pour la conservation de la nature montrent les espèces qui sont en train de disparaître. Ce pilier-là est extrêmement important, mais je ne rentre pas dans le détail parce qu'il est connu, encore une fois. Je vais plutôt m'attarder sur les deux autres. La technique et le politique. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre l'influence du monde. L'influence et les organisations qui peuvent nous faire comprendre l'infiniment petit, jouer sur l'infiniment petit, vous savez, les nanotechnologies. Et en même temps, nous cherchons de plus en plus grand. L'A380 va mettre 600 personnes dans l'avion, 850 personnes dans l'avion pour pouvoir être transportés d'un endroit à l'autre. Mais en même temps, nous cherchons à aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, les innovations, c'est aussi ça. On cherche extrêmement grand pour envoyer les personnes en masse à un endroit. Nous cherchons à comprendre l'infiniment petit avec la nanotechnologie. Et nous cherchons, dans le même temps, à aller de plus en plus vite. C'est le ZEST qui est un prototype pour faire 2h30 entre Paris et Tokyo, qui est construit en ce moment par EADS. Un autre point politique. Vous connaissez tous le panopticon de Jeremy Bentham. Vous savez, c'est cette prison qu'il a imaginée, dans laquelle vous avez les prisonniers qui sont sans cloison, d'accord, ils sont enfermés avec les grillages notamment, mais sans cloison, pour qu'une personne, une seule personne, puisse contrôler l'ensemble des prisonniers. C'était le rêve fou de Jeremy Bentham. Aujourd'hui, vous avez 65 000 caméras qui filment Londres en permanence. Vous avez 1 milliard de connectés sur Facebook, 80 types de fichiers en France, donc 45% illégaux. Jeremy Bentham a largement été dépassé. En permanence, vous êtes filmé, en permanence, on regarde vos données, en permanence, on utilise toutes ces dimensions-là. Et j'ai mis ici, pour la petite anecdote, on ne le voit pas très très bien, mais ça faisait partie de The Economist il y a 2 semaines, et c'était marqué « The People's Panopticon ». Chacun de nous est maintenant au centre et ne cesse d'observer les autres. Ça, c'est cette question de la technique et du politique qui, aujourd'hui, fait notre monde. C'est ce que Michel Foucault, en 1975, appelle le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est quoi? On va vous dire qu'il faut que vous marchiez 20 minutes par jour. Vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Vous devez vous vacciner. Vous devez vous protéger lors de rapports sexuels. On va absolument faire tout pour vous désintoxiquer du tabac. Bref, on veut contrôler votre corps. Le biopouvoir fait que nous allons, ce que Marcuse nomme, l'homme unidimensionnel. Qu'est-ce que l'on veut? On veut créer des individus qui sont exactement les mêmes, qui consomment la même chose, qui utilisent la même chose, qui gèrent leur corps de la même façon que les autres. Le biopouvoir, ou ce que Aldous Huxley notait déjà, « The Brave New World ». Voici le meilleur des mondes possibles. 2005 à 2013. Tout à l'heure, l'intervention avant moi citait le pape François. Le pape Benoît, c'est son élection en 2005, au-dessus. En dessous, c'est 2013.
il a plutôt intérêt à continuer d'utiliser son compte Twitter. C'est pas lui qui l'avait ouvert, hein, c'était le précédent qui l'avait ouvert, mais il l'a repris quand même et il l'utilise. Vous voyez, en si peu de temps, on est en moins de 10 ans, dans une organisation qui n'est pas forcément ultra connectée, à quel point, aujourd'hui, si vous n'êtes pas là, si vous n'intégrez pas les réseaux sociaux, la coupure que vous faites avec les autres. Parce que cette coupure, ou cette organisation, ou cette façon de penser, c'est celle de vos élèves. Ce sont celles de vos étudiants. La question est donc sur la technique et le politique, et mon troisième point est sur le vivant et ses avatars. Pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que c'est aujourd'hui ce qui conditionne notre organisation et notre société. Aujourd'hui, on peut quasiment tout greffer. Tout regreffer. Vous avez ici les différentes parties du corps. On comprend l'ensemble du vivant avec les neurosciences. On peut reproduire le vivant. La brebis de lit, par exemple, fait que nous pouvons reproduire le vivant. Nous pouvons réparer le vivant. Vous savez, c'est cette histoire en 2009, avec quelqu'un qui est connecté quand même, en 2009, où il y avait le bébé médicament, c'est-à-dire qu'à la Pitié-Salpêtrière, il y a des parents qui ont décidé d'avoir un enfant pour prélever les cellules souches. En prélevant les cellules souches, elles pouvaient être réinjectées à l'enfant qui était malade, un enfant, l'aîné de leur enfant qui était malade. En ayant cet enfant, prélever les cellules souches, réinjecter dans l'enfant, et l'enfant allait mieux. Sauf que ça, c'est possible. Plutôt sur le continent, sur l'hémisphère nord, sur un continent riche, dans une ville riche, avec une possibilité. Ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on va sélectionner en fonction de qui nous voulons ou comment nous allons sauver les individus. Et cette question-là, aujourd'hui, doit nous poser une question fondamentale. Parce que nous pouvons aller jusqu'à la création du vivant. Nous sommes dans la reconstitution, la compréhension, la reproduction et la réparation du vivant. Nous ne pouvons pas faire comme si ces dimensions-là n'étaient pas sur la question de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons ça en permanence dans la société qui nous nourrit et que nous faisons. Je ne vais pas les mentionner en détail, hein. Tout ça, c'est toutes les possibilités que vous avez dans votre corps de faire des implants de cellules, et puis évidemment le dernier qui est, vous le savez, la première opération à cœur, avec un cœur totalement artificiel. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ça ne sont pas des innovations scientifiques à l'extérieur de nous. Elles commencent à entrer dans la société et faire en sorte que la société, en fait, ne fasse plus de différence entre une personne qui va être dite augmentée, ce qu'on appelle parfois techniquement le transhumanisme, et les personnes qui sont totalement valides. Ici, vous avez un exemple avec ce sportif qui change de bras en fonction du sport qu'il va faire. Mais vous avez Oscar Pistorius qui est intéressant. Vous vous souvenez de Dick Fosbury ? Dick Fosbury, c'est un valide qui va utiliser une certaine technique. Oscar Pistorius, c'est le premier athlète au monde à participer à la fois avec les personnes valides et les personnes en paralympique. C'était aux Jeux Olympiques de Londres. Et vous devriez commencer à comprendre que les porosités entre la société, des personnes qui sont augmentées ou des personnes qui vont utiliser tout ce que j'ai dit sur les avatars, le vivant, etc., vont venir naturellement dans notre société. Elles viennent par le sport, comme elles viennent par les violonistes, par exemple, par les arts, je voulais dire. Ce violoniste-là est extrêmement célèbre. Il lui a été greffé un bras, un morceau de bras, un archet avec, etc. C'est un des meilleurs du monde. On n'a pas le temps de vous le faire écouter, mais c'est un des violonistes les meilleurs du monde. Sauf que les violonistes râlent un peu. Ouais, ok, c'est le meilleur, mais c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que le violoniste, pour être bon, il faut s'entraîner, n'importe quoi. Et en s'entraînant, il peut générer des tendinites. Pas lui. Pas lui. Il est largement meilleur et n'a pas besoin de compter ses heures. Et lorsque vous voyez ça, vous comprenez les interactions, mais aussi les oppositions possibles avec les individus dans la société. Rob Spence, qui, lui, a cherché à s'augmenter à travers les yeux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire avoir à la place de l'œil une caméra. Ainsi, il peut filmer, il voit mieux que vous, il voit plus loin que vous, et n'avait pas de particularité
en termes de personnes handicapées. Ou alors, peut-être que vous connaissez cet homme-là, Kevin Warwick, qui est le premier homme cyborg, officiellement cyborg, reconnu comme tel sur son passeport. Il lui a été greffé une puce dans son bras, une puce électronique, et avec cette puce électronique, son bras va pouvoir commander des ordinateurs, il va pouvoir passer la porte qui va s'ouvrir dès qu'il va le voir. Tout est programmé entre son bras, son cerveau et les outils informatiques autour de lui. Dès lors, s'il veut téléphoner, il a juste à parler. S'il veut passer la porte, dès lors que la porte est programmée sur son ordinateur, la porte va s'ouvrir, c'est ce qu'il a fait, ou également avec sa femme. Parce que c'est très intéressant. Kevin Warwick, il a réussi à convaincre sa femme de se greffer également une puce. Ce qui fait qu'ils peuvent ressentir la même chose et se parler sans se parler. Kevin Warwick est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Comme souvent, ça paraît très science-fiction. J'aime toujours mettre cette photo-là où je suis avec lui, comme quoi c'est un vrai bonhomme. Il a un peu vieilli, Kevin, mais il vieillit quand même. Tout simplement pour montrer que c'est encore un vrai humain, mais c'est un vrai humain, mais c'est un vrai cyborg. Cet homme-là est professeur à l'université de Reading, dans le sud de Londres, dans l'est de Londres, pardon, et il faut considérer que cette société-là qu'il est en train de nous construire est la société dans laquelle nous sommes. Et la société dans laquelle nous sommes, évidemment, va prolonger l'espérance de vie. Ce dont on parlait au début. L'espérance de vie, vous voyez bien entre les années 2000, l'année 1750, vous voyez cette dimension-là. Je n'ai pas le temps de dimensionner et de questionner pourquoi Google va réussir à sauver la mort, plus exactement à résoudre le problème de la mort. Mais considérez que tout ça repousse notre espérance de vie. Considérez que dans l'iPhone que vous avez dans les mains, vous avez 15 millions de processeurs, de composants en plus que dans la fusée qui a emmené les gens sur la Lune. 15 millions de plus. Internet en 98, Internet en 2008. Toute cette question-là, ici vous avez le réseau Facebook, avec les réseaux et les connexions. Vous êtes dans un monde ultra connecté. Ce monde ultra connecté est une innovation permanente. 6 milliards de personnes possèdent un abonnement téléphonique. Toutes ces questions-là fait que, et c'est ma dernière partie, fait que aujourd'hui la question, quand vous regardez ça, n'est pas est-ce qu'il peut faire, est-ce que l'on peut faire ou pas faire? Est-ce que je peux reproduire le vivant ou pas? Est-ce que je peux m'améliorer ou pas? Ça n'est plus une question. La question que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut que nous fassions? Puisque de toute façon, nous pouvons faire. Alors, vous avez bien fait de rester parce que la solution est juste derrière ce slide. Je vois certains qui étaient à la porte et non, finalement, je vais rester. À quel endroit? Comment on peut avoir la solution? Simplement, non, je reste parce qu'il y en a qui hésitent encore à partir, etc. Donc, je laisse le temps. Dans Winnie l'ourson. La solution est dans Winnie l'ourson. Première ligne, je vous la lis. Je vous présente Édouard qui, à l'instant, descend les escaliers, tac-tac sur sa tête. Derrière, Jean-Christophe, petit ours, c'est d'autant qu'ils s'en souviennent la seule manière de descendre les escaliers, bien qu'il y ait parfois l'impression qu'il y ait une autre manière, s'ils pouvaient arrêter de faire tacoter pour bien y réfléchir. Vous comprenez bien que tout un chacun, on a besoin d'aller prendre son petit déjeuner. Sinon, vous ne survivez pas, vous disparaissez. Donc nous avons besoin d'aller prendre notre petit déjeuner, il a besoin d'aller prendre son petit déjeuner, c'est un organisme naturel qui a besoin, pour pouvoir continuer à se développer, à survivre, de prendre son petit déjeuner. Sauf que nous sommes aussi des gens d'émotion. Il veut y aller avec son ours. On ne va pas le priver d'aller avec son ourson, puisque c'est une partie constitutive de lui à cet âge-là. Et pour y aller avec son ours, est-ce qu'il a besoin de le maltraiter comme ça? Ben non. Il peut très bien le prendre dans les bras. Il peut très bien le mettre dans un sac à dos, le mettre sur sa tête, le mettre, je ne sais pas, il y a des dizaines de solutions pour descendre, prendre son petit déjeuner avec son petit ours. C'est pareil pour nous. Nous devons apprendre aux élèves, aux étudiants, aux enfants, qu'il y a une autre façon de considérer l'environnement, la technique et le politique, et le vivant. Nous devons simplement, ce sera ma dernière partie, en prendre soin. Pour prendre soin de quelque chose, il faut que nous réussissions à comprendre
Comment on prend soin de soi? Comment j'arrive à prendre soin de soi? Sur les 3 minutes qui me restent, je vais essayer rapidement de l'exprimer. Lorsque les pèlerins se rendaient au temple d'Apollon à Delphes, ils s'apercevaient en arrivant cette inscription un peu énigmatique qui est le « connais-toi toi-même ». C'est cette grande phrase de la philosophie qui est aussi connue qu'elle est mal comprise. Connais-toi toi-même. En fait, pour Socrate, il le dit, l'homme a le devoir de prendre conscience de ce qu'il est avant même de s'adresser au Dieu. Celui qui vient consulter l'oracle doit préalablement se connaître lui-même. Plus exactement, cette phrase ne veut pas tout à fait dire se connaître au sens littéral du terme. On ne cherche pas à se connaître au sens littéral. On va avoir des principes de prudence, on va avoir des principes sur la manière de se conduire, et ce principe est avant tout et indissociable du souci de toi, du souci de soi, ou soucie-toi de toi-même. Cette dimension est extrêmement importante. Cette expression est importante, et plus exactement, alors je base ces différentes parties avec un certain nombre de recherches, donc je ne rentre pas en détail, mais mon livre à la page 47, qui est à la librairie juste en bas à gauche, et entre en détail sur cet élément-là, mais je parle évidemment de Rocher, de Déphradas, pour ceux qui connaissent, etc., qui ont travaillé sur cette question en détail, et Péléméléa et Autou. Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi qui est en fait le vrai sens du « connais-toi toi-même ». Et cette phrase fondamentale des prendre soin de soi est très complexe tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, il faut prendre soin de soi parce que si j'arrive à me prendre en charge, si j'arrive à prendre soin de moi, alors j'arriverai à mieux vivre. Si j'arrive à mieux vivre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer simplement considérer que l'ensemble des individus est dans cet état d'esprit. Alors, je vais pouvoir prendre soin des autres. Il n'y a pas d'opposition entre moi et les autres dès lors que je prends soin de moi. Comprenez bien mon propos, le contraire n'est pas vrai. Si je prends soin des autres sans prendre soin de moi, alors je n'existe plus et je me mets à disparaître. C'est la somme des individus, le fait qu'ils prennent soin d'eux, qui va faire en sorte que la collectivité pourra prendre soin de l'ensemble. L'inverse n'est pas vrai. Si vous pensez avant tout la collectivité, vous vous oubliez vous-même. Socrate, c'est exactement ce qu'il fait sur le marché. Sur le marché, quand il va voir les autres, il va obliger à prendre soin d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que cordonnier? Et pourquoi tu le fais de cette façon-là? Il va obliger à ce qu'il mette en perspective à la fois sa pratique et à la fois sa pratique dans le monde. Lorsqu'il meurt, Socrate, il est avec ses amis qui lui demandent qui lui posent la question suivante. Socrate, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut que l'on transmette à tes enfants et à tes amis? Et il répond cette phrase, ayez le souci de vous-même. Ayez le souci de vous-même n'est pas forcément une évidence. Et je mets en photo toujours mon maître en philosophie, sur lequel j'ai fait la plupart de mes travaux, qui est Pierre Hadot. Pierre Hadot, peut-être que certains le connaissent, c'est celui qui a mis le doigt sur quelque chose de très particulier en 1977 dans un article paru dans la revue augustinienne qui va parler des exercices spirituels. Vous voyez bien mes points tout à l'heure, le cœur de ma pyramide était la capacité spirituelle des individus. Prendre soin de soi, c'est effectuer et c'est comprendre les exercices spirituels. Qu'est-ce qu'ils sont? Tout simplement la méditation, la diététique parfois, l'ascèse, le dialogue, la lecture, un ensemble de possibilités qui va obliger les individus à prendre soin d'eux-mêmes. Comment vous prenez soin de vous? C'est parce que vous lisez, c'est parce que cette lecture-là va avoir un impact sur vous, parce que la méditation que vous allez avoir va avoir un impact sur vous. Parce que lorsque je fais certaines pratiques du dialogue, vous savez, dans l'Antiquité, à quel point il était important pour certains philosophes de marcher dans la rue, marcher en dialoguant avec les autres ou avec soi-même. C'est le cas de Cléante, le philosophe qui se parlait à haute voix et qui se disait les choses à lui-même. Tout ça, c'est une somme de ce que l'on appelle les exercices spirituels. Ces exercices spirituels permettent de se constituer comme sujet d'action face aux événements. C'est parce que je sais prendre soin de moi, parce que j'ai développé un certain nombre de techniques, que j'arrive à me confronter à la société. Toute la société que l'on a vue, rapidement quelques slides, le problème c'est l'opposition entre ça et nos individus.
La question c'est comment j'arrive à leur faire prendre soin d'eux-mêmes? Eh bien en développant cette capacité spirituelle. Épictète le dit clairement, il est nécessaire de se demander quels sont ses devoirs chez soi en tant que père de famille ou quels sont ceux que l'on doit suivre en tant que citoyen ou responsable. Dès lors que vous êtes confronté à la société, vous devez être responsable. Et en cela, les exercices spirituels vous permettent de vous constituer dans un premier temps. Et le rôle des éducateurs, c'est bien celui-là. C'est apprendre aux individus à prendre soin d'eux-mêmes. Voilà le rôle. Parce que vous comprenez bien, si j'ai suis suffisamment clair avec vous, que si vous faites en sorte que les individus réussissent à prendre soin d'eux-mêmes, alors ils prendront soin des autres, et donc de la société. Et tout ce que l'on a vu, que ce soit Kevin Warwick, que ce soit le biopouvoir, que ce soit la reproduction du vivant, etc., n'est possible qu'en apprenant à ces individus à prendre soin d'eux-mêmes pour qu'ils prennent en compte la société. Encore une fois, je le répète, vous savez très bien, la répétition fixe la notion, que si vous ne faites pas ça, si vous n'en passez pas par là, alors ils ne sauront pas prendre soin d'eux-mêmes et alors construiront une société que eux-mêmes reprocheront plus tard. Mon dernier slide, simplement, vous avez vu qu'en permanence, j'avais cette trame de fond de cet artiste, Keith Haring. Et Keith Haring s'est battu toute sa vie contre les guerres, contre la bombe atomique, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a passé sa vie à essayer d'aller pousser l'art dans la rue pour essayer de faire prendre conscience aux individus que la société est à créer, mais elle est à créer d'une certaine façon, c'est-à-dire en s'associant les uns les autres. Et ici, il le représente avec ce qu'il appelle le mariage du ciel et de la terre. Vous avez la terre en bas, vous avez le ciel en haut, et il va essayer de faire en sorte d'avoir cette alliance entre le ciel et la terre, entre ce qui peut paraître une opposition. Ce qui peut paraître une opposition, ce que les éducateurs doivent comprendre, c'est que non seulement il n'y a pas opposition, mais il y a un rôle important qui est de faire en sorte que ceux à qui nous enseignons les choses prennent avant tout soin d'eux-mêmes. Merci beaucoup de votre attention. Je suis dans les temps ? Ça va ? Xavier Bavy, merci de tout cet éclairage. Pour être bref, j'ai envie simplement de vous dire en fait que vous êtes des C'est l'innovation, on ne maîtrise pas tout. Que vous êtes des innovateurs, que vous êtes finalement des explorateurs et des fondateurs, des pionniers dans un monde de coopération maillée et amaillée, des personnes de lien, des personnes de confiance, et que finalement, vous êtes des chefs d'établissement qui devaient habiter votre mission et votre action, mission et action qui doit faciliter la rédaction d'un testament d'humanité et apprendre aux jeunes à utiliser une boussole de liberté. Alors, prenez soin de vous et osez sans doute une promenade d'esprit.